Pacte social SCC5O, quelle alternative crédible interne? Processus de Washington, quid des révélations faites par Reuters, relayées par RFI et d'autres médias internationaux, même nationaux, sur les conditions posées par notamment l'administration Trump pour pouvoir justement parvenir à cet accord entre la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique, qui va également impliquer le Rwanda, pays de 1000 collines, pays de Kagame. Alors, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont une nouvelle fois appelé à la mise en œuvre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble au RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans un message rendu public depuis mi-mai, ces leaders religieux expriment leur quiétude face à la persistance de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Ils appellent à l'organisation d'un forum national pour traiter les causes profondes de ces conflits dans le cadre du pacte social pour la paix. Selon Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, ce forum ne doit pas se limiter à un simple partage de pouvoir. Il s'agit d'un processus scientifique, patriotique et inclusif qui doit permettre de révisiter notre histoire, d'identifier les causes profondes des crises récurrentes et de proposer des politiques publiques adaptées. Explique-t-il. Les évêques reconnaissent l'importance des initiatives diplomatiques en cours, notamment celles menées sous l'égide du Qatar et des États-Unis pour résoudre la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, ils estiment que ces efforts, bien qu'importants, ne suffisent pas à résoudre les problèmes de fond. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un article de radio-okapi.net. On va donc se limiter là pour ce premier sujet. Pacte social, c'est comme je vais de le dire ici, hein, dans cet article. Il s'agit donc justement d'un forum, qui est scientifique, un patriotique et inclusif, qui doit permettre de revisiter notre histoire, d'identifier les causes profondes des crises récurrentes et de proposer des pistes, des politiques publiques adaptées. Merci bien. Mesdames et messieurs, ça c'est le premier sujet sur lequel nous allons nous étendre. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Tout récemment, on venait de suivre 4 leaders politiques, Fayulu, Sesanga, Katumbi, et proposer donc ce pacte pour dire que c'est le dernier rempart dans la crise sécuritaire au niveau interne. Est-ce que au niveau justement du pays, peut-on penser que c'est les derniers remparts en termes d'initiatives? Parce qu'il y a aussi des initiatives externes. Hein. Il a dit Doha, Washington, ainsi de suite. SADC, Lomé. Mais au niveau interne, y a-t-il d'autres alternatives qui se veulent crédibles également? Alors, 3 invités sur ce sujet, initialement 4, mais 3 invités ont répondu présents à ce forum, à cette tribune. Je commence par d'arriver. Monsieur Jules Pitramukindi, bonjour. Bonjour, monsieur. Cadre de AREP, parti politique de l'Union sacrée de la Nation, parti dirigé par monsieur Guy Luando Mboyo. Bon, justement, comment vous allez? Nous allons très bien, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation à nous renouveler. Ça faisait un bon moment. Je crois seulement qu'on va passer des bons moments avec les amis qui sont là, que je salue aussi. Nous sommes là pour la République. Nous sommes là pour la République. Mais ce matin, monsieur Dan, je voulais profiter pour passer un message. Nous avons un souci avec la régie des eaux de Kinsuka, qui ne pompe plus de l'eau propre depuis un moment. Ça va faire plus d'une semaine ou 2 maintenant. C'est de l'eau sale qui nous parvient dans nos robinets. Je ne sais pas s'il y a défaillance, oui, à Kinsuka là-bas. Je ne sais pas à quel niveau il y a la défaillance, mais nous qui sommes les leaders, nous ne pouvons nous taire devant une situation comme ça. Nous ne savons pas la faillite vient d'où, mais seulement ça va faire plus d'une semaine que les gens là-bas sont servis avec de l'eau sale. Et donc ça, j'interpelle le responsable au niveau de la régie des eaux, au niveau du ministère de l'énergie, pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas là-bas et pouvoir établir les responsabilités. Parce que quand on boit de l'eau sale ou qu'on se sert de l'eau sale,
c'est sûr qu'on est en train d'incuber des maladies qui vont apparaître dans pas longtemps. Merci bien, monsieur Jules Pitra Mukendi. Monsieur, on parle d'arriver justement. Monsieur, je ne sais plus qui est arrivé plutôt. Bon, je prends monsieur Francis Ochoudi. Comment allez-vous? Journaliste et patron de médias. Comment allez-vous? Merci beaucoup, cher Dan. Ça faisait déjà un petit moment. Je me disais, mais est-ce que notre ami Dan a oublié que Ochoudi continue à exister et qu'il a toujours cette envie ardente de parler au nom de la population pour les différents secteurs de la vie. Donc nous vous remercions pour cet appel, pour prendre part à cette tribune qui nous a toujours donné les moyens et l'occasion de nous adresser aux Congolais. Néanmoins, cher Dan, je pense que vous allez nous permettre de lancer un petit message à la population de Sankuru de manière générale, mais particulièrement à celle de Lusambu, qui est le chef-lieu de la province. Depuis un temps, il y a de manœuvres, il y a un groupe de gens manipulés par un député provincial qui est en train de donner des moyens, de l'argent aux jeunes gens, alors que nous avons toujours dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et donc, c'est aussi ce que nous devons faire aujourd'hui qui va déterminer ce que nous comptons faire demain. Ouais. Et donc, ces députés provinciaux, en mal de positionnement, pour des raisons de politique, appelés à réunir autour de lui certains chefs, certains présidents de jeunes de différents quartiers de Lusambu pour leur distribuer de l'argent. Au moment où je vous parle, il y a un audio, nous sommes en possession d'un audio qui démontre clairement les complots que ce député provincial est en train d'organiser autour des jeunes pour que ces jeunes puissent faire ce qu'il est en train d'appeler dans l'audio une marche, comme quoi pour désavouer le gouverneur Victor Kitenge, pourtant le seul aujourd'hui qui a réussi à mettre, comme nous l'avons toujours dit, le Sankuru sur le bon fondement pour que cette province marche. Et donc, nous rappelons, nous interpellons ici la jeunesse de Lusambu à prendre conscience et à ne pas prêter attention aux manigances, aux aventures de mauvais goût de ces députés qui est en mal de positionnement. Et donc, de fouter vraiment, ne pas prendre compte de ce qu'il est en train d'entretenir, mais au contraire, les décourager pour lui dire que Lusambu Sankuru n'a pas besoin des complots politiques, mais Lusambu Sankuru a besoin des initiatives pour son développement durable. Merci bien, monsieur Francis Ochoudi. On espère bien qu'on aura aussi dans les prochaines années une conférence de gouverneurs dans votre province. Bon, pourquoi pas, c'est très important. Le Sankuru. Bien. Monsieur Henri Nguindou, journaliste également, bonjour et bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour cher précieux, merci de l'invitation, c'est un honneur pour nous d'être habitués à ces grands rendez-vous de journalistes. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour m'acquitter d'un devoir plausible, celui de saluer mes co-débatteurs, M. Gilles Mukendi, Francis Ochoudi, que je retrouve après quelques mois, quelques jours d'absence. Mais je voudrais aussi profiter dans la même veine que Francis Ochoudi, dénoncer, n'est-ce pas, ces vents de déstabilisation des institutions dans la région de Grand Kasaï. Je voudrais ici, n'est-ce pas, mettre le curseur sur les Kasaï centrales. Vous savez, j'ai suivi récemment avec regret, âme meurtrie, le propos du secrétaire général désavoué de l'UDPS, Augustin Kabouya, à Kananga. Augustin Kabouya s'est comporté à Kananga dans sa récente sortie médiatique, dans une posture de Ponce Pilate où il essaye désespérément d'opposer le fils et fille de la province du Kasaï central. Nous avons appris avec consternation qu'à Kananga, M. Augustin Kabouya, secrétaire général désavoué, catalyseur de la division au sein de l'UDPS, vouloir opposer, je vais citer quelques noms ici, mon grand frère Kambaï Chimbumbu, André Mbata, Jean-Claude Chulumbaï, John Kabea Chikaï, Barnabé Mwakadi, Jean Mabi Moulumba, pour ne citer que c'est là. Il les oppose
Et pourtant, à ces stades de l'évolution des institutions provinciales, nous avons besoin de la cohésion au niveau de la province. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'unité pour que les institutions au niveau provincial puissent avancer. Nous avons besoin d'un discours rassembleur, par exemple, faire pression pour que la route Kanankalambambouji soit enfin finie, permettre que les infrastructures provinciales soient réhabilitées. Mais lorsque M. Kabouya, qui actuellement s'est fait appeler par tous les noms des désarmements et des cliquetissements, il est lui-même AK-47. Et donc, avec cette position de secrétaire général, il pense incarner l'institution UDPS, ce qui est faux. Ça va vous surprendre. Lorsque vous êtes député provincial ou national élu de l'UDPS ou UDPS Mosaïque, lorsque M. Kabouya vous demande un service, soit de vous attaquer à vos confrères députés, si vous refusez, soyez-en convaincus, vous allez, n'est-ce pas, porter sur vos épaules, n'est-ce pas, le chemin de la croix. Et c'est ce comportement que nous condamnons en tant que journalistes. Et nous espérons qu'il pourra nous suivre au travers de ces grands médias, n'est-ce pas, pour comprendre que l'IDPS est au pouvoir. L'IDPS ne doit pas se comporter comme si elle était dans l'opposition. On doit arrêter avec ces mécanismes de diabolisation, de voir l'autre comme étant l'ennemi. Et pourtant, nous avons besoin de l'unité à ces stades du débat. On a besoin de l'unité. Merci bien. L'unité nationale, l'unité passera peut-être aussi par le pacte social P5O-SCC. On va donc essayer de réfléchir ensemble si en interne on peut se passer de cette proposition faite par deux églises, 5O et SCC, au niveau interne pour le moment. Monsieur Jules Petra Mokende, quelle est votre lecture par rapport à cette question? Est-ce qu'au niveau interne, y a-t-il une alternative crédible à ce qui est proposé par les prélats et les pasteurs? Merci beaucoup, cher Dan. Cette question est beaucoup plus transversale et il faudra essayer de l'étudier d'une manière beaucoup plus générale, je crois. Oui. Je crois que à votre question, j'ai du mal à répondre parce que déjà, de notre côté, à nous, on n'est pas très porté vers cette histoire de dialogue initiée par l'Église catholique et l'Église protestante pour des raisons qui sont bien fondées. Vous, à l'Union sacrée, c'est pas vraiment quelque chose pas d'attendu, mais quelque chose qui peut permettre de résorber la crise sécuritaire. C'est pas ça ce que vous attendez. Tout à fait, parce que nous savons tous que le problème qui se vit actuellement dans le pays, c'est un problème de paix, de problème de sécurité. Et en ce moment, je crois que c'est le problème qui est prioritaire. Et je veux dire, les agresseurs sont connus. Ceux qui sont en train de relayer leur action en termes de rébellion, ils sont aussi connus. Donc, je crois que la question reste plus politique et sécuritaire à l'est du pays. Mais seulement, on se rend compte qu'il y a une certaine, je veux dire, un certain mouvement qui veut naître de l'autre côté pour essayer de rallier ceux qui sont en train d'agresser les pays, pour essayer de chercher à ce qu'il y ait un dialogue général, créer un problème comme s'il y avait une crise générale dans tous les sens. Moi, je crois que dans le pays, il n'y a pas de crise politique, il y a plutôt une crise sécuritaire à l'est du pays. Et donc, par rapport à ça, quelle est l'alternative par rapport à cette crise sécuritaire? Non, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont sur terrain actuellement. Le gouvernement qui avait déjà commencé avec Luanda, vous vous rappellerez, à Luanda, je vais circonscrire les choses. C'est au 15 décembre, vous avez vu que Kagame ne s'est pas présenté. Et après, Luanda, on a vu qu'il y a eu d'autres initiatives. Doha, maintenant les Américains aussi. Il y a l'initiative de Washington qui a été lancée. Je crois que c'est autant d'initiatives qui sont mises sur terrain pour essayer de créer, de trouver la solution à ce problème de l'Est du pays, ce problème où l'agresseur est connu, où ceux qui sont en train de prêter le flanc sont connus, et c'est avec eux qu'on est en train de discuter pour le moment. Et donc, je ne sais pas, pour répondre à votre question par rapport à cette histoire de pacte social, je voudrais d'abord vous ramener un peu dans l'histoire. Dans notre pays, on était habitué à aller vers des situations de dialogue et autres. Nous avons souvent vu ça, nous avons dans l'histoire beaucoup de cas de dialogue, mais ça arrivait généralement. Le partage des postes.
Non, pas seulement pour le partage de postes, mais généralement, ça arrivait quand il y avait des crises politiques. C'est-à-dire que généralement, c'est quand il y avait un problème de légitimité du pouvoir, une crise politique, c'est alors qu'on arrivait. On a vu Sun City, on a vu le dialogue de Conchachi, on a vu le dialogue de la Saint-Sylvestre et autres. C'était généralement pour essayer de gérer une légitimité, une légalité de pouvoir. Et donc, c'était par rapport à ça, généralement, quand il y avait des crises. Mais aujourd'hui, ceux qui demandent un dialogue, ils les demandent par rapport à quoi? Parce que nous avons eu, il y a 2 ans, des élections qui ont porté un camp au pouvoir, et ce camp est au pouvoir pour 5 ans. Je crois qu'à l'issue de ces 5 années, on pourra aller vers un dialogue. Mais maintenant, il faut aussi penser aussi comme les autres. Nous l'avions dit, nous avons interpellé le prince de l'Église depuis un moment. Nous avons dit, c'est vrai, chaque fois, le président de la République lui-même il ne s'est jamais retenu. Il a toujours dit qu'il tend toujours sa main vers ceux qui veulent venir, comment je vais dire, parler avec lui. Nous soutenons l'idée selon laquelle nous pouvons toujours approcher les chefs de l'État, essayer de parler. Mais maintenant, ceux qui veulent, ceux qui sont à la base de ces dialogues, ceux qui veulent que ce pourparler ait lieu, ils devaient rester des arbitres sains. Quand je dis arbitre sain, ça veut dire que ça ne devait pas être des gens qui ont des connotations, qui ont un penchant. Monsieur Dan, même pour un match de football, quand une équipe n'est pas certain de la crédibilité de l'arbitre, il peut écrire à la fédération pour dire que nous ne portons pas notre choix sur lui. Changez-nous d'arbitre et puis on peut voir. Ces 2 confessions religieuses ne sont pas, on va dire... À ce jour, ils ont séduit et flatté les camps de ceux qui ne sont pas dans l'union sacrée, mais ils ont mal fait de s'éloigner de plus en plus de l'union sacrée. Mais dans le passé, ils ont été plus avec l'UDPS, hein, on va le dire. Oui. Ils se sont battus aux côtés de l'UDPS. Avec des actions concertées, pour une bonne cause. Les causes pour lesquelles je venais d'évoquer ici, les problèmes de légitimité, de légalité dans le pays. Mais aujourd'hui, leur initiative peut être louable, mais seulement de notre point de vue. Ils ne sont pas crédibles. Ils se sont un peu éloignés de l'objectivité. Ils devaient rester crédibles en n'éventant pas les uns tout en réduisant les autres de l'autre côté. Donc ça nous a donné l'impression que au moment où ils ne savent pas condamner ce qui se passe à l'est du pays, au moment où ils n'ont pas pu ouvrir, parler de tous les méfaits, de tous les affres que vivent les populations de l'est du pays, pour nous, ça les a un peu éloignés de ce qui était, de ce qui doit rester officiel ou de ce qui doit rester, je vais dire, légal. Légal. Merci bien. Monsieur Francis Otchoudi, votre lecture. Pacte social. Au niveau interne, peut-on dire que c'est la seule alternative crédible jusque-là, où il y a d'autres aussi qui peuvent être initiés, on ne sait jamais. Merci beaucoup, cher Dan, pour cette question. C'est tellement intéressante. Mais je voudrais rappeler, 3 ans, jour pour jour, Bounangana a toujours entre les mains du M23. 3 ans déjà. Peut-être les gens oubliés, mais je rappelle qu'il y a déjà 3 ans que Bounangana est entre les mains de rebelles. Donc c'est un manque à gagner pour la République, tant sur le plan de cohésion nationale que sur le plan de l'économie. Cher Dan, je voudrais informer aux Congolais qu'il y a 4000 femmes victimes. Je suis en train de venir. Laissez-moi parler. 4000 femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC. Ça, c'est le rapport publié aujourd'hui par le Médecins sans frontières. C'est très important ce que je dis ici, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle du pacte social. J'ai suivi notre frère d'AREP, de notre ministre qui aménage le territoire depuis Guy Loando Mboyo, qui n'a proposé jusque-là qu'une seule proposition de loi pendant qu'il est à la tête de l'aménagement de territoire, nous dire que le pacte social n'est pas une initiative qui trouve sa place
au sein de l'Union sacrée. Parce que les prélats ne sont pas crédibles, ils ne sont pas objectifs. Pourquoi, d'après lui, le problème des penchants, c'est après. D'après lui, il n'y a pas un problème de crise politique au pays, mais plutôt on a un problème de crise sécuritaire. Il a oublié que la crise sécuritaire n'est qu'une résultante de la crise politique. Depuis 30 ans. Mais vous n'avez pas dit ça. C'est très important. Ah bon? Parce que vous ne pouvez pas parler de cette crise sécuritaire. Comment allez-vous résoudre ce problème de crise sécuritaire sans toutefois passer par une crise, sans toutefois repenser ou penser à trouver des solutions sur la crise politique? Aujourd'hui, vous avez... je ne fais pas apologie de la rébellion, mais je voudrais ici que les Congolais me répondent. Autour de cette crise sécuritaire, quelles sont leurs revendications? Du Rwanda? On parle de quoi? Je parle de l'AFC, qui est une branche de cette rébellion. Et donc, parler aujourd'hui qu'on n'a pas un problème de crise politique au sein de notre pays, l'AFC vous parle d'une légitimité. Il faut d'abord, il parle que les institutions à place n'ont pas une légitimité sur le plan politique. Ils sont illégitimes. Illégitimes. Ça, c'est d'après l'AFC. C'est que j'attends. Et donc, pour résoudre, mon frère doit comprendre que pour arriver à résoudre cette crise sécuritaire aujourd'hui, il faut nécessairement qu'il y ait une solution politique avant d'aller trouver une solution sécuritaire. Mais parlez maintenant du pacte. On parle du pacte social, mais s'il s'agit de ça, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, le président Tshisekedi qui a ouvert il n'y a pas longtemps à travers son conseiller spécial en matière de sécurité, des consultations dont on semble déjà oublier parce que c'était tout sauf du sérieux. Il avait ouvert quand même une branche pour que tout le monde vienne, pour que tout le monde puisse quand même donner son avis et on discute. Simplement, le format a été très mal organisé. Ça veut dire que lui-même, le président Tshisekedi reconnaît que la solution doit être avant tout politique, avant d'aller résoudre les problèmes sécuritaires. Pourquoi? L'AFC, d'abord, c'est une branche, on appelle ça une branche politique au sein de la rébellion. Aujourd'hui, vous pensez que sans un dialogue franc et sérieux avec ces gens-là, on peut résoudre les problèmes? Aujourd'hui, dans 48 heures, j'ai appris qu'on va signer un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sur l'égide des États-Unis. Il est vrai que ça ne va pas résoudre les problèmes politiques au niveau du pays. Ça va peut-être donner de l'avantage de minerais sur le plan international au Rwanda qui va demeurer jusqu'à la preuve du contraire les grands commissionnaires de nos minerais. Merci. Et donc, notre ami, les Congolais doivent retenir qu'aujourd'hui, le pacte social est une initiative qui peut réunir tous les Congolais sur la table. Bon, si quelqu'un d'autre a une autre initiative, comme quoi? Larguer Bemba pour insulter les autres. Vous pensez qu'à larguer Bemba, c'est une initiative qui pourra résoudre les problèmes de notre sécurité? Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre. Au contraire, c'est envéminer et déchirer davantage les Congolais. Merci bien. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin des initiatives, des insultes comme Jean-Pierre Bemba, qui a laissé son secteur des transports à terre, mais il est devenu le ministre de Kabila. Le ministre est chargé de Kabila. Merci bien. Non, s'il vous plaît, pas jusque-là. Il est vice-premier ministre VPM. Hein? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand il laisse son secteur et s'intéresse aux individus, vous voulez que nous on dise quoi? D'aucuns le voient déjà comme un dauphin. Hein? Attention, nous attaquer peut-être au futur président de la République. Bon, les pays pour nous tous. On ne sait jamais. Peut-être que demain, ce sera lui, le commandant suprême, Jean-Pierre Bemba Gombo. Salutations à lui, là où il est. On apprend également que c'est l'anniversaire du président Tshisekedi. Salutations également. Bon anniversaire à lui. Félix Tshisekedi. Voilà.
Monsieur Francis, Monsieur Henri Nguindou, Oui. vous avez la parole à votre tour. Est-ce que vous pensez que il y a c'est la seule alternative crédible pour résoudre la crise aujourd'hui? Ou il y a encore des pistes de solutions qu'on pourrait aussi exploiter? Oui, vraiment, merci pour la parole. J'ai suivi M. Gilles, et j'apprécie beaucoup l'intelligence dont il fait montre. Mais j'ai aussi senti vraiment ça, c'est un discours de l'union sacrée. C'est vraiment le discours de l'union sacrée. Mais il est de l'union sacrée. Tout à fait. Vraiment, j'ai senti vraiment que c'est l'union sacrée. J'ai vraiment senti... du bon côté de l'histoire. Oui. On ne va pas l'oublier. J'ai vraiment senti les discours de l'entourage du chef de l'État, le discours de la présidence, c'est celui-ci. Mais il faut dire que le pacte social est une très belle initiative qu'il faille encourager. Parce que, au moins, au niveau interne, c'est un début de commencement. Ça nous permettrait, n'est-ce pas, de résoudre les conflits internes. Parce qu'on ne doit pas oublier, les concepts n'ont pas changé, les narratifs demeurent le même. Oui. Et que l'AFSM 23, c'est aussi une composante des Congolais frustrés, qui ne sont pas dans les institutions, qui font un certain nombre de revendications. Soutenu par le Rwanda. Eh ben, c'est ce qui est déplorable, soutenu par le Rwanda, devenu le supplétif du Rwanda. Vous allez voir que dans le pacte social, le clergé de l'Église propose un forum national. Un forum national, mais patriotique. Aussi patriotique. Vous allez voir que, aussi que ces forums va devoir aborder, entre autres questions, les causes profondes du conflit, la partie Est. Et donc, ce qui voudrait dire qu'on va, n'est-ce pas, aborder la question de ceux qui pensent être marginalisés par rapport à leur minorité dans la région, dans la partie Est de la RDC. Toute la République va se plier à ce pacte social. Y a-t-il pas un autre mécanisme que nous pouvons, justement, auquel nous pouvons nous accrocher pour sortir de ce problème? Mais vous savez, je voudrais ici faire une petite illustration. Si aujourd'hui le pacte social, n'est-ce pas, est le chemin privilégié pour trouver la solution au niveau interne. Mais pas unique. Mais s'il y en a d'autres, Aujourd'hui, moi, je pense que... Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je pense que le pacte social est la dernière cartouche, comme Christ sur la croix. Oui, c'est que Christ sur la croix, c'est le schéma du parachèvement du salut. Et donc, le pacte social aujourd'hui, c'est une très belle approche. Pour preuve, vous avez vu les différents opposants, notamment Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Délicé Sanga, Matata Mpogno, qui acceptent le pacte social, qui soutient l'Église catholique. Mais aussi, il y a du côté de la majorité présidentielle, il y a Vital Kamerhe qui est d'accord pour le pacte social, il y a Bahati d'accord. Cela voudrait dire qu'il y a quand même ces sursauts patriotiques qui puissent permettre que nous puissions, n'est-ce pas, résoudre le problème au niveau interne. Parce que il n'est pas seulement un forum national, il va s'étendre jusqu'au stade d'organiser une conférence internationale pour la région du Grand Lac. Mais M. Jules Pitre a dit que la crédibilité des évêques et des pasteurs en fait, c'est ça le problème. Semble poser problème. C'est ça le problème. Entre nous, un penchant. Oui. Non, moi, c'est ici que je voudrais que la Synco puisse, n'est-ce pas, apporter cet élément qu'on attend d'elle. Cette méfiance-là, je ne sais pas d'où elle vient en fait. Mais si la Synco apporte l'élément confiance, l'élément assurance, les choses vont aller. On a critiqué la sortie médiatique de Monseigneur Mouteba. Tout à fait. C'est cet élément-là ce qui manque en fait dans la démarche de la Synco. Parce qu'il faut dire que la Synco a aussi sa propre perception de choses par rapport à la guerre de l'Est. Oui. La Synco, autrefois, elle affirmait que ce qui est aussi démontré, aussi sur le plan international, ce qui est même dénoncé dans les pourparlers de Doha, même dans les pourparlers de Washington, que la RDC, qui a pris l'engagement, j'ai été étonné, j'étais surpris de lire ces paragraphes, que la RDC a pris l'engagement, n'est-ce pas, d'arrêter tous les soutiens à l'égard d'FDLR. C'est-à-dire que ça vient légitimer l'hypothèse du Rwanda qui pense que sa présence sur le sol congolais, n'est-ce pas, les sols congolais, est justifié par une sorte de mesure défensive. C'est-à-dire que moi, je crois que les amis de la Synco doivent apporter sur la table l'élément qui manque, n'est-ce pas, à ces pactes sociaux, qui est d'ailleurs un très bon élément, qui ressemblerait, n'est-ce pas, à la conférence souveraine de 92.
je sens que les choses vont bien. Parce que si au niveau interne, cher Dan, on n'arrive pas à trouver une solution, sachez que les solutions qui viendront par les négociations au niveau international ne vont pas résoudre le problème. Washington ne va pas résoudre le problème. Mais vous savez, moi je prends... Washington, moi je prends la question... C'est la deuxième thématique. Oui, moi je prends la question à double niveau. C'est-à-dire l'initiative interne, je prends la CENCO, je prends le pacte social. Oui. Et l'initiative au niveau international, je prends Doha, je prends Washington comme étant des issues qui puissent permettre que nous puissions trouver une solution. Très bien, merci beaucoup monsieur Henri Guindou. Alors, en face de vous, on comprend que le pacte social, c'est le dernier verrou. C'est le dernier, on va le dire, la dernière cartouche, comme l'a dit Henri Guindou. C'est le chemin privilégié pour pouvoir trouver la solution à la crise. Mais monsieur Jules Petram Mukendi, vous aviez évoqué le fait que la CENCO n'est pas crédible, ne serait pas crédible. La CENCO serait quelque part cette structure qui a un penchant. Mais quand vous suivez Jean-Pierre Bemba qui accuse la CENCO aujourd'hui d'être dans ce complot visant à attenter à la vie du chef de l'État, est-ce qu'on peut considérer ces propos comme étant des propos qui empêchent le chef de l'État ou qui font douter le chef de l'État de pouvoir s'accrocher à cette initiative de la CENCO? Est-ce que c'est parmi les raisons? Bon, je crois que le président Jean-Pierre Bemba est libre dans sa tête de concevoir par rapport aux informations qu'il a. Encore qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'est pas seulement... c'est un ancien vice-président de la République. Il a été ministre de la Défense. Et donc, il a certainement des canaux, des tuyaux qui lui permettent d'avoir certaines informations et de se construire une certaine opinion. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est parmi les raisons qui empêchent aujourd'hui l'Union sacrée de pouvoir ouvrir ces forums de la CENCO SSC. Vous savez, quand on étudie une cause, il faudra voir quelles sont les raisons proches, comme les raisons un peu, les causes un peu lointaines. Moi, je crois que depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir, nous avons senti qu'au niveau de l'Église catholique, il n'y avait plus, je vais dire, le mariage ou le... Mais que dire, je suis d'accord avec vous, mais que dire de l'époque de Kabila, où on a suivi des discours durs, on va dire même insupportables, acerbes contre l'ancien régime. On a même suivi l'ancien cardinal Monsengo dire qu'il est temps que les médiocres puissent partir, dégager. À l'époque, l'UDPS acclamait l'Union sacrée aujourd'hui au pouvoir. Acclamait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand la même Église vous dit à vous, à l'Union sacrée, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? On doit directement taxer cette Église d'être dans les camps de l'ennemi. Il se passe justement le fait que quand vous arrivez au pouvoir, tout le monde va vous accorder les bénéfices du doute. Vous devez avoir un temps pour essayer de prouver de quoi vous êtes capable. Mais aussitôt arrivé, aussitôt on commence à fustiger tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Le mal reste mal, même s'il est fait par un ange. Hein. Le mal reste mal. C'est ce que je dis. Quand on est église, justement, c'est ça le piège qui était en train d'évoquer mon ami ici. Le piège, c'est quand on sait gronder un mal, il faut savoir applaudir un bien. Malheureusement, on a comme l'impression qu'on ne brandit que ce qui est mal, mais on n'applaudit jamais ce qui est bien fait. Or, je ne crois pas qu'on soit au paradis ici, il n'y a pas de saints ici. Le mal sera toujours là, le bien sera aussi là. Et chaque fois qu'il y a un bien qui est fait, il faudra aussi à la même hauteur ou à la même ampleur essayer de l'applaudir. Ça encouragerait aussi celui qui est en train de faire. Mais quand on a comme l'impression qu'on a une haine, qu'on a, je ne sais pas, on veut prendre une position toujours acerbe contre le pouvoir. Dur, et ça c'est ce qui crée justement ce que lui il appelle. Mais Kabila n'a pas hésité à l'époque de confier le pacte, on appelle ça comment, conférence de la CENCO, Saint-Sylvestre, malgré les critiques de l'Église catholique. Mais c'est moi qui ai commencé par vous faire une petite étude ici, pour vous montrer que Kabila est arrivé dans des périodes, les accords ou le dialogue qui a eu lieu,
qui ont eu lieu. Pourquoi lui a fait confiance à l'Église catholique? Ça ne peut pas le faire confiance. Ça arrivait à des moments où qui il y avait crise de légitimité. Chaque fois qu'on arrivait au fin mandat ou des histoires comme ça, il fallait bien se fier à des gens. Mais maintenant, ici, j'ai commencé par vous dire, il n'y a pas de crise de légitimité, il y a un pouvoir en place pour 5 ans. Voyez-vous? Donc on pourrait attendre jusqu'à la fin de ces 5 ans pour y parvenir. Mais ça, c'est un aspect de choses. Mais un autre aspect de choses, c'est lequel? Aujourd'hui, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, je crois que le prince de l'Église ferait mieux de faire une réqualification de termes de tout ce qu'ils ont essayé de présenter. Mon frère était en train d'évoquer, il a dit qu'il fallait trouver des éléments pour convaincre ceux de l'Union sacrée, parce qu'on ne sait pas être arbitre quand on ne convainc pas l'une des parties. Je crois qu'ils peuvent, à leur niveau, faire un travail de réqualification des termes de ce qu'ils sont en train de présenter. Je crois que de plus en plus, ils vont encore convaincre ceux de l'Union sacrée à pouvoir se rapprocher. Parce que si ceux de l'Union sacrée décident de rester sur leur positionnement, je ne vois pas qu'est-ce qui va arriver. On va peut-être essayer de voir comment toucher la théorie des chaos, la théorie de beaucoup de théories pour essayer de créer l'insécurité dans le pays. Peut-être que le camp de la patrie, ça peut être cette alternative que l'Union sacrée cherche. Le camp de la patrie, c'est aussi une bonne initiative, une très bonne initiative pour essayer de voir comment rallier, essayer de rallier le plus grand nombre de gens, ceux qui ne sont pas seulement de l'Union sacrée, ou même ceux qui sont d'ailleurs, pour essayer d'avoir un même mot par rapport à ce qui se passe dans le pays. Nous devions être tous en train de condamner ce qui se passe dans le pays, mais seulement on se rend compte qu'il y a des gens qui ne savent pas condamner ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, plus de 15 000 morts pour atteindre Goma et Bukavu par l'AFC. Il y a des grands groupes politiques, il y a des grandes institutions de notre pays qui ne pipent mot. Ça, c'est pas normal, c'est le silence. Donc, les cathédrales, ils ne condamnent pas... Parce qu'on est contre ceux qui sont au pouvoir, ou bien parce qu'on n'est plus patriotique. Ou on est complice. Ou on est complice, c'est ça. C'est là où se trouve la question. Donc, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment, je crois que c'est en ce moment-là qu'ils rendront l'ascenseur de la confiance qui était en train d'évoquer mon frère. Quand on condamne, on est directement patriote. Ou quand on condamne, on est directement crédible. Non, c'est-à-dire que quand on condamne, oui, on reste sain, on reste équilibré, donc, on n'a pas de penchant. Très bien. Mais par contre, certains aujourd'hui croient que quand on condamne, c'est qu'on est en train de soutenir le pouvoir. Quelqu'un peut condamner verbalement, mais en sourdine, il tue, il fait du mal. Mais ce sont pas condamnés qui attestent réellement que cette personne... Mais ce sont les déclarations qui comptent, cher ami. Quelle est la voix de mon parti politique si mon parti politique ne fait pas une déclaration? Est-ce qu'on saura qu'il a parlé ou il n'a pas parlé? Dans le silence, il dit... un silence coupable. C'est ça, c'est ça. Donc, dans la vie, comment je vais dire, dans la civilisation actuelle, dans le monde actuel, ce sont des déclarations, ce sont des avis, les positions qu'on doit prendre par rapport à un fait qui se passe. Je crois que celui qui condamne est en train de livrer comme ça son intention, mais celui qui ne dit mot, on consent. Suivez mon regard. Celui qui me dit mot consent. Les camps de la patrie. Francis Ochu. J'insiste sur la réqualification des termes. Moi, je crois que si le prêtre, ECC et Senko peuvent réqualifier les termes de ce qu'eux ils veulent, je crois que ça va directement plus impacter du côté de l'Union sacrée, au lieu de rester là, de camper sur ce positionnement. Quand un chef politique de la trempe de Jean-Pierre Bemba fait une déclaration, on sort pour, je veux dire, non pas nier ce qu'il dit, coup sur coup. Voilà, non pas nier ce qu'il dit, mais lui prouver aussi comment lui-même aussi avait aussi fauté à gauche et à droite. Ça, c'est pas bon, ça ne sort pas. Quand on veut être l'église au milieu du village, je crois que ça ne sera pas une bonne chose. Merci beaucoup. Quand on est l'église au milieu du village, quand on vous insulte, vous gardez silence. Même Jésus a fouetté les gens. Qu'est-ce qu'on apprend ici que l'église doit se taire quand on est en train d'imputer des choses à l'église doit conserver, doit se taire. Pourquoi Jésus est arrivé à chasser les gens de l'église? L'Union sacrée reproche à Senko et les CC, aux évêques, le silence. Le manque de condamner le Rwanda, la non-condamnation du Rwanda, la non-condamnation du M23, la non-condamnation de l'AFC, silence à ce sujet. Mais quand il s'agit du gouvernement, ils sont les premiers à sauter dessus pour... ils disent que
cette posture-là est une posture dangereuse qui rend l'Union sacrée méfiante vis-à-vis de leurs propositions. Est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? C'est de la même façon que je vais reposer la même question. Sur mon téléphone ici, j'ai au moins plus de 200 déclarations de condamnation contre le Rwanda. De la part des acteurs politiques de l'Union sacrée. Ça devenait comme une obligation, ça devenait comme quelque chose, un rite qu'il fallait peut-être, je ne sais pas, pour flatter le chef de l'État dans ce sens-là. Parce qu'on n'a pas condamné, parce qu'il n'y a eu aucune déclaration, automatiquement, vous appartenez à la rébellion. Mais vous condamnez ici, attendez. Autant de déclarations qu'on a eues... Quand le pouvoir fait mal, on condamne. Quand l'M23 fait mal, autant de toutes les déclarations qu'on a eues jusque-là. Je vous ai rappelé, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui a changé? Parce qu'on est allé même à exiger aux musiciens de condamner les Rwandais pendant leurs prestations à l'étranger ou ailleurs. Mais il y en a qui ont dit... Les politiques ont condamné. Toutes ces déclarations ont changé quoi? Moi, je pense que le problème, ce n'est pas au niveau des déclarations, mais c'est au niveau de l'action qui peut changer quelque chose. On est entré, on a parlé ici de la crédibilité des évêques. Comme si la crédibilité de l'Église devrait être certifiée par certains ministres, certains acteurs politiques de l'Union sacrée, qui, au-delà de tout, sont là pour leurs intérêts. On vous dit ici, quelle est la différence entre des ministres, des mandataires, des acteurs politiques de l'Union sacrée qui volent les fonds de l'État pendant que la population manque de l'eau, la population manque de routes, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de soins de qualité dans le pays, on prend l'argent, on vole. Quelle est la différence entre ceux qui volent l'argent de l'État et ceux qui sont dans la rébellion? Moi, je pense qu'il n'y a aucune différence. Non. Au contraire, ils volent l'argent, ils tuent la population. Oh là là. Donc, attaquer un pays, tuer la population... Je voudrais te dire, c'est pour te dire que c'est par rapport aux déclarations. Combien de gens condamnent le vol, le détournement des fonds dans le pays? Vous comprenez? Autant on est en train de priver la population qui meurt de faim, autant on est plus qu'un rebelle. Je reviens sur la crédibilité. Il faut qu'on dise la vérité. On ne va pas flatter. Donc quand une personne vole 19 millions, va pas... Et celui qui est là-bas, ils sont tous pareils. Ils sont des rebelles. Écoutez, on les appelle des koulouna en cravate. Vous volez les fonds de l'État, vous volez de l'argent pour vos intérêts propres, alors que la population continue à mourir. Vous avez les taux je crois que l'organisation mondiale la CENCO n'est pas crédible. Devrait nous donner les statistiques selon des gens qui meurent avec la famille ici chez nous. Nous devrions être peut-être le premier pays en Afrique, pas au monde. Ils ne sont pas crédibles. Ouais. La crédibilité des évêques, on en parle. Moi, je pense que vous l'avez fait mieux de le rappeler ici. Oui. Quand l'UDPS était dans l'opposition, à ce moment-là, la CENCO, vous avez rappelé la phrase magique du fait cardinal Moussem qui a dit que les médiocres dégagent. Quand il disait ça, à ce moment-là, la CENCO était crédible. Autant autre mœurs. Non. Faut pas parachever les choses. Il faut qu'on soit un peu logique. Les choses passées sont... Aujourd'hui, l'Union sacrée, quelques caciques de l'Union sacrée ne veulent pas de cette initiative. Pourquoi? De la CENCO. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens pensent qu'en ouvrant cette porte pour que d'autres personnes viennent et on en discute, les autres vont perdre leur avantage. Ceux qui volent l'argent vont se retrouver en dehors du système. C'est ça la crête. Donc, la crête, ce n'est pas parce que la CENCO n'est plus crédible, mais la crête, c'est qu'on voit le pouvoir s'envoler. Tshisekedi va ouvrir la route, va ouvrir la porte, et d'autres vont venir. Imaginez, vous pensez que quand Martin Fayoulou est allé voir le chef de l'État, vous pensez que tous les membres de l'Union sacrée sont contents? Ils applaudissent? Non. Ils les combattent par rapport à cette histoire des camps de la patrie. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'une fois les camps de la patrie tels que prônés par Martin Fayoulou prenez forme, c'est l'Union sacrée qui se perd. Et à ce moment-là, je ne sais pas si le ministre Guy Lowando aura encore la chance de devenir ministre.
C'est la crainte de ces ministres, c'est la crainte des gens, des membres de l'Union sacrée qui se voient être dépouillés des avantages de la République et les autres. C'est tout ce qui explique cette crainte. La SECO, qu'est-ce que la SECO a dit? Écoutez, parce qu'on vous dit aujourd'hui, tous les Congolais doivent se mettre ensemble, que ce soit ceux qui sont dans la rébellion, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, on doit se mettre ensemble et discuter des vraies questions du pays. Donc c'est ça le mal de la SECO. Très bien. Donc il faut qu'on laisse la porte aux flatteurs de Tshisekedi, qui doivent rester toujours au pouvoir, comme on dit que c'est notre État, on doit manger. Non, il faut qu'on soit sérieux. Le panier circule encore. Attendez 2028. Vous allez vous retrouver aussi. Le panier circule encore. Et puis au président Tshisekedi, il ne faut pas prêter attention à ces flatteurs. Mobutu s'est retrouvé seul. Ils vont changer comme ils ont changé. Il y a des gens qui ont fait 18 ans avec Kabila. Et aujourd'hui, il y en a qui insultent Kabila sans gêne. Des gens qui ont été vice-présidents avec Kabila, aujourd'hui on dit que Kabila n'était pas congolais. Des gens qui acceptent Kabila, que non, Kabila nous a manipulés pendant longtemps. C'est de la même chose qu'on va faire avec vous. Vous risquerez de vous retrouver seul et les hommes politiques congolais avides vont continuer à changer des camps politiques. Soyez un père de famille, rassemblez tout le monde autour d'une table, discutons des questions du pays et on va avancer. Et de laisser la place aux flatteurs. Faut pas gâcher l'anniversaire du chef de l'État. Non, il a besoin de révélations comme ça. 13 juin, il faut le laisser fêter. Mais oui, pendant qu'il fête son anniversaire, je crois que de telles révélations peuvent le motiver à devenir un vrai président. Il a 62 ans, il a la maturité et il doit réfléchir dans ce sens pour voir que au détriment du bien-être. Merci beaucoup. Salutations à tous les ministres de l'Union sacrée. Alors, Monsieur Henri Nguindou, je vous repasse la parole. Il y a une question de crédibilité qui semble se poser dans les chefs des prélats et des pasteurs parce que leur attitude n'est pas comprise. Quand le gouvernement, tous, ils sont les premiers à condamner, mais quand il y a des morts à Goma, quand il y a des morts, quand il y a agression, ils disent même que la SENCO et les CC n'ont jamais condamné l'agression rwandaise. Condamné Paul Kagame. C'est cela traduirait une certaine complicité. Votre avis par rapport à ça? Vous savez, la constitution catholique, Gaudium et Spes, donne à l'Église catholique la mission de montrer le chemin, mais de ne pas faire la politique, de montrer justement le chemin. Et les rôles joués ici par la SENCO et les tandems SENCO et SCC, c'est justement de montrer à la classe politique les chemins qu'il faut suivre, les chemins de la paix. Et il faut aussi dire que le pacte social, il poursuit aussi un objectif, non seulement de la paix, mais aussi du développement. Mais lorsque vous voulez que la SENCO puisse condamner, n'est-ce pas, le Rwanda, au moment où, à la place de condamner, nous avons besoin de propositions. On a vu la SENCO et les CC. Ces deux structures ont presque rencontré plusieurs autorités qui peuvent, n'est-ce pas, par leur rôle, influencer la situation dans notre pays. C'est qu'ici, on a besoin de solutions et non pas de condamnations qui répondent à un objectif connu, que les chefs me voient, qu'ils sachent que je suis avec lui. Et dans un contexte où nous avons la méfiance à l'égard de la SENCO et les CC, et avoir le discours de Jean-Pierre Mbemba, ça étonne. Dans le sens que le discours de Jean-Pierre Mbemba face à la proposition du pacte social, ça vient renforcer encore la méfiance. C'est un discours qui vient créer, n'est-ce pas, un contexte de haine à l'égard des acteurs religieux. Moi, je pense qu'ici, la solution, c'est le pacte social. Et même dans le discours tenu par Martin Fayulu avec les chefs de l'État. C'est quoi la garantie? Non, mais la garantie, c'est n'est-ce pas, de faire foi à cette démarche. La démarche, elle est autant claire. Comme ça. Non, mais la démarche, la démarche, la démarche, elle est autant claire parce que le chef de l'État va devoir rencontrer les tandems 5 et 16, je crois, le lundi, le 16. Donc, c'est qu'ils vont devoir discuter de tout ça. Et qu'il faut aussi les dire que la proposition du tandem 5 et CC a bougé les lignes, a frustré certains. À quel niveau? Mais je vous le dis, a frustré certains. Vous allez vous rendre compte que le propos de Jean-Pierre Mbemba viennent bousiller les schémas.
Parce que pour certains politiciens, il faudra le dire, qu'il y a une différence entre politicien et homme d'État. Jean-Pierre Mbemba n'est qu'un politicien qui pense... Non, souffrez. Qui pense aux élections. Parce que vous savez pourquoi? Mais quand il a parlé d'un ancien président de cette République, il n'a pas eu d'égards. Pourquoi vous exigez des égards quand on parle? Vous savez, par rapport au parcours de Jean-Pierre Mbemba, il devrait être un pilier dans la quête de la paix, tant dans la partie Est qu'au niveau interne. Lorsque vous suivez, souffrez, cher Dan, lorsque vous suivez les discours de Kabila et les discours de la lecture que le gouvernement propose, vous allez comprendre que nous avons ici des schémas différents. Parce que l'Union sacrée ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise politique au pays. Pour l'Union sacrée, tout va bien. Si tout allait bien, est-ce qu'aujourd'hui nous conjuguons le même verbe que l'opposition? Est-ce que le respect des droits humains dans ces pays, est-ce que c'est respecté? Tous les rapports de Women Watch Watch, tous ces rapports-là, qui démontrent qu'il y a une sorte d'émergence, ce sont des questions qui démontrent à suffisance que il faut. Non, souffrez. Il faut un dialogue. Ça revient au même. Il faut un forum national où les Congolais doivent... Mais bien entendu, parce que nous savons qu'à chaque moment qu'il y a des rencontres dans ce pays, qu'il y a des dialogues, la finalité c'est que le partage, n'est-ce pas, de rôles, le partage de fonctions. Et ça, c'est pour permettre que nous puissions avoir cette paix au niveau interne. Je vais vous le dire. Le camp de la patrie, c'est résoudre aussi les problèmes. Tout à fait. Mais il n'est pas autant clair que le pacte social. Tous les enfants. Le pacte social, il est structuré. On sait qu'on va commencer par un forum national. Il va être élargi au niveau de la région de Grand Lac pour résoudre ces conflits-là. On aura Nanga comme ministre, peut-être ministre chargé des affaires extérieures. Mais jusqu'à preuve du contraire. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de crise au pays, jusqu'à preuve du contraire, Nanga n'est pas rwandais, Nanga c'est un Congolais. Nanga c'est un Congolais, Nanga c'est pas rwandais. Vous dites qu'il n'y a pas de crise au pays. Les adhésions massives chaque jour au M23, à l'AFC-M23, cela démontre à silence qu'au pays, il y a un baromètre, il y a ces baromètres-là qui démontrent qu'il y a un sérieux problème, il y a crise, et que pour résoudre la crise, il faut que le fils et filles de ce pays puissent se réunir, on va se parler, on va résoudre les causes profondes. On va parler combien de fois? On parle. Oui, autant que cela va être nécessaire, on parlera toujours. On parlera. Parce qu'il faut le dire. Vous savez, lorsque vous lisez le contrat social avec Montesquieu et différents auteurs, c'est qu'il y a les citoyens souverains, les citoyens primaires qui acceptaient de confier une portion de son pouvoir à ceux qui doivent nous diriger. Et ce pacte social, il est comme une sorte de redéfinition de ces contrats sociaux parce qu'on devra partir d'un point de départ pour que les solutions soient trouvées et que l'intérêt du peuple, ça il faudra le dire, et que l'intérêt du peuple puisse primer sur des intérêts des politiciens, n'est-ce pas, qui ne voient pas la génération future, mais qui pensent, n'est-ce pas, à leurs intérêts propres, pour ne pas emprunter le mot de Francis Ochoudi qui me semble être trop dur aujourd'hui. Non, pas trop dur, mais vous voyez que, vous savez, quand on parle du pays, c'est le seul pays qu'on a. Vous avez notre patrimoine. Et on a intérêt que les choses marchent, que la paix règne. J'ai rappelé, excusez-moi, Dan, de 4000 femmes violées. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Donc nous avons intérêt que ça s'arrête. Merci bien, Francis Ochoudi. Monsieur Jules Peter Mukendi, je crois qu'on va chuter. Hein? On est allé tellement haut, il faut maintenant qu'on atterrisse. C'est très important. Francis Ochoudi qui dit que celui qui vole 19 millions à Kinshasa et celui qui est dans la rébellion là-bas, ils sont pareils. C'est du pareil au même, ils doivent être tous mis dans le même sac. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Alors, mais ce sont des criminels où que la Senco a acquise que le voleur, pas les tueurs. Pas le tueur. C'est défendu. Mais voler 19 millions, ça peut représenter quoi pour un État, pour une nation? C'est vraiment beaucoup. Hein? Alors, deuxième thématique. Là n'est pas la question. La thématique, la deuxième thématique. Washington. On est à Washington. Déjà, il y a eu la signature d'une déclaration de principe entre des États, déjà Rwanda, RDC, sous médiation américaine. Mais là, on a appris que Reuters venait de publier des révélations, l'avant-projet de l'accord rendu public qui pose des exigences. L'une des exigences les plus commentées, c'est celle du retrait d'abord
de troupes rwandaises sous le sol congolais. Ça, c'est l'une des exigences qui est revenue le plus de fois dans ce rapport. Sans aller dans les détails, il y a aussi des exigences côté congolais, côté rwandais. Est-ce que vous pensez que on est sous la bonne voie? C'est le dernier tour de table, essayer de clôturer les tout. Que je clôture le tout, donc je suis dans mon droit qui est de rappeler un peu ce que les amis ont dit à la fin. Oui. J'ai déjà évoqué ici les problèmes du voleur et du tueur. Je crois que, messieurs, dames, félicitations, vous avez très bien posé votre problème entre voleur et tueur. On voit que la SENCO ne condamne que ceux qui volent. Donc la SENCO, dans ses prérogatives de direction ou d'orientation, comme m'a dit mon frère, peut facilement fustiger et condamner ce qui se passe à Kinshasa. Mais quand quelque chose se passe à l'est du pays, la SENCO ne dit mot. Elle se tait. Elle se tait, donc... elle est silencieuse. Elle est silencieuse. C'est ce qui crée justement cette suspicion que nous autres, nous sommes en train de constater. Et donc, je dis aussi à mon frère Francis de le savoir aujourd'hui, même devant les juridictions, quand on met un voleur et un tueur, informez-vous. Ils volent combien? Ils n'ont pas les mêmes peines. Ils vous volent combien? Ce n'est pas la même peine. Oui, c'est grave. Ce qu'on vole est grave. Quand on vole des millions. Oui. Quand on vole, c'est grave. On n'a pas d'électricité. Quand on vole, c'est grave. Vous me parlez de juridiction. Mais vous défendez les tueurs. Moi, je ne comprends pas. Comment ça, je peux défendre les tueurs? Mais c'est la peau que vous êtes en train d'arborer, mon cher. Depuis qu'on est là, vous êtes en train de défendre ceux qui ont tué 15 000 Congolais. Personne. Tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je ne défends personne. Je suis dans mon temps, s'il vous plaît. Attendez que comment je peux défendre Kagame? Attendez que je termine avec mon temps. Autant je ne défends pas les voleurs, je ne défends pas Kagame. Ce que vous faites aujourd'hui, ceux qui nous suivent à la télé, comprennent directement que vous êtes défenseurs de ceux qui tuent. Vous dites non, mieux vaut tuer que voler. Donc, ceux qui tuent, il faut parler avec eux. Il dit plutôt que celui qui tue et celui qui vole sont sous le même pied d'égalité. Mais celui qui tue n'ôte pas celui qui vole n'ôte pas la vie de l'autre. Mais quand on n'a pas à manger, on meurt. C'est mon temps, c'est mon temps. Défendez-moi, s'il vous plaît, monsieur Dan. Je suis insécurisé. Du calme, du calme. Ça ne va pas. Il ne faut pas qu'on soit à Goma ici. On n'est pas dans un pourtour de match de football. Hein? Du calme. Donc, celui qui tue et celui qui vole sont différents, même devant les juridictions. Ouvrez votre... Mais même le code pénal est très différemment. Ouais. La qualification de fait est différente. On ne peut pas ôter la vie de quelqu'un, non. Ça, ce n'est pas permis, on permet ça nulle part. Donc moi, je ne comprends pas comment mon ami Francis, aujourd'hui, peut être en train de défendre ça. Je ne comprends pas. Et quand il dit que hier, la SENCO et l'IDPS étaient ensemble, moi, j'ai essayé de réqualifier les choses ici. Je vous ai dit que chaque fois qu'il y avait crise de légitimité et de légalité dans le pays, ils pouvaient s'allier pour une cause commune. Mais aujourd'hui, la crise, elle est où? Si nous allons au dialogue, on va aboutir à quoi? Est-ce que Tshisekedi ne sera plus président? Vous pensez vraiment que Tshisekedi peut ouvrir ces balles-là pour qu'à la fin on dise qu'il ne soit plus président? Il le sera toujours. Quand lui dit que, parce qu'on craint de perdre le poste, on va perdre quel poste qu'on va perdre? Au gouvernement, bien sûr. Au gouvernement, qu'est-ce qu'on va perdre? Guy Luando, par exemple, Jean-Pierre Bemba. Donc finalement, ce n'est pas Tshisekedi qui refuse, c'est Guy Luando qui refuse. Le chômage. C'est Guy Luando qui refuse, ou bien c'est Bemba qui refuse de recevoir le C'est eux qui mettent la pression sur le chef. Ne recevez pas, Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le chef a toujours été ouvert. D'ailleurs, vous avez vu que quand ils ont voulu déclencher leur entreprise, ils sont allés vers le chef. Et au sortir de cette rencontre-là, le chef leur a demandé de dire à la population que ce n'était pas ça, son initiative à lui, que c'est leur initiative propre. Ouais, vous avez vu qu'ils avaient des mines très abusées. Donc moi, je crois que ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, moi, je me dis d'ailleurs que derrière cette histoire d'accord, de dialogue et autres, finalement, quel sera le deuxième mandat de Tshisekedi? C'est déjà le deuxième mandat. Non, mais justement, c'est son dernier mandat. Oui. Mais maintenant, si on va vers des accords, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ces accords vont dire qu'à partir de 2028, il va quitter ou bien il va continuer. Vous voyez-vous, il y a un piège là derrière. Quand on fustige, on croit que dans l'action du chef, il va partir, il va continuer. En 2028, il va partir. Donc on va entrer dans une période de transition ou pas? Non, en 2028, il part, il laisse... Mais est-ce qu'on va ouvrir la voie à une période de transition ou pas? C'est là, c'est comme ça que moi j'étais... Allons dialogue pour savoir si... Ben justement, parce que quand les gens disent que le chef de l'État est en train de repousser cette histoire-là, parce qu'on veut
préserver le pouvoir. Moi, je me dis, peut-être qu'ils ne font pas la lecture totale des choses. S'ils font la lecture totale des choses, ils doivent comprendre qu'à l'issue de ces dialogues, nous devons aller vers une transition. Quand on va ouvrir une période transitoire, qu'est-ce qu'on va dire du second mandat du chef de l'État? Ça sera encore un autre débat. Donc moi, je crois que là-dedans... Un mot sur Washington. Oui, je passe maintenant mon mot sur Washington. Les Américains disent toujours « time is money ». Je crois que Trump, en revenant au pouvoir aujourd'hui, a besoin de marquer son époque, sa période. Et je crois que Kinshasa a bien trouvé. Parce que je le disais ici dans toutes vos émissions d'avant, je disais que ce qui se passe à l'est de mon pays se passe à 3 niveaux. Il y a des bailleurs de fonds, il y a ceux qui sont commissionnaires, qui sont le Rwandais, et ils ont engagé des sous-traitants ici chez nous dans le pays. Et quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il lance la diplomatie sur les 3 fronts directement. Il veut attaquer la scène internationale pour arriver à atteindre les bailleurs de fonds. Il veut parler avec le Rwanda, comme on l'a vu, mais aussi au niveau local, on veut trouver des solutions entre nous. Mais aujourd'hui, maintenant, la plus grande clé a été trouvée, parce que, vous savez, avec le jeu international, il y avait encore les démocrates qui étaient aux États-Unis. C'était un peu difficile, mais maintenant que les républicains sont revenus, Tshisekedi a fait une grande proposition. Kinshasa a fait une grande proposition aux États-Unis, et ils ont pris la balle au bon, ils ont compris la chose par rapport à sa mesure, et aujourd'hui, vous avez vu toute la déliquescence que cela a créé au niveau des adversaires, le Rwanda surtout, qui s'est présenté comme les grands commissionnaires. Et donc moi je crois que maintenant ils ont dit qu'au 15, il faut que les accords soient signés. Oui. Et n'oubliez pas que les États-Unis font tout ceci sur base de la résolution 2773 trouvée au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que cette résolution devra d'une manière ou d'une autre être appliquée. Et maintenant les Américains se basent sur ça, pour essayer de faire comprendre au Rwanda qu'ils doivent quitter les terrains avant d'aller vers l'accord. Mais on fait quoi des Congolais qui sont là? Pardon? Les Congolais qui ont pris les armes. Parce que les Rwandais vont partir. Et les Congolais, on fait quoi d'eux? Mais ça va venir avec Doha, parce que je crois qu'au niveau de Doha, c'est là où on parle avec Nanga et les autres. Donc je crois que tous ces accords, c'est pour les différents pour parler, chacun a son niveau et chacun trouve sa solution. Mais la plus grande solution, ça sera convaincre déjà le bailleur de fonds. Dès que le bailleur de fonds change de point de vue, des fusils d'épaule, je crois que les choses iront pour le mieux pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Jules Pitra. Monsieur François Choudi, 5 minutes aussi rapidement, s'il vous plaît. Washington aujourd'hui. On peut aujourd'hui faire confiance à ce processus également, ou ce serait juste pour l'intérêt américain? Comme certains disent, la RDC sera perdante. Merci Dan, mais je voudrais m'en aller pour recadrer très vite ce raccordement frauduleux qui a été fait par notre frère. Je comprends qu'il est de l'union sacrée et qu'il vit mieux. Il ne comprend pas qu'il y a des gens qui meurent de faim dans ces pays. Il ne comprend pas qu'il y a des gens qui manquent du lait, qui manquent du pain dans ces pays. Avant de se lever, un papa qui sort, qui ne laisse rien à la maison. Akena nukubula, abouli, soka zui, à tout libanga, soka zui, ndaeko zonga papi sa yakolia, soka zui te balali bongo. Parce que vous vivez mieux, vous vivez dans l'opulence. Vous vivez parce que vous êtes de l'union sacrée, vous ne connaissez rien de ce qui est réalité de ces gens-là. Et je vous dis que, je vous le répète, ceux qui tuent les Congolais en prenant l'argent, en détournant des millions, sont pareils que le criminel. Je le dis ici, ils sont pareils. Ça, c'est moi qui vous dis. Vous volez l'argent du peuple et le peuple meurt de faim. Le peuple n'est pas tué par des armes. À Kinshasa, il y a des gens qui meurent parce qu'on n'a pas à manger. Ils sont pareils que des criminels. Je le dis ici. Mourir de faim. Retenez, ils meurent aussi de faim. Et ça va liwa moko. Molimo ekata na moko. Akufi nanzala, akufi na lisasi, tous ce sont des criminels. Les gens doivent changer. Il faut inculquer la culture de la bonne gestion des fonds de l'État. Donc ça, c'est une précision que je voudrais donner. Je ne retire rien. Et sachez-le comme ça que les gens qui volent l'argent du peuple sont aussi des criminels. Quand il sera ministre, il ne va jamais voler, on l'espère. Non, je ne parle pas, je n'individualise pas. Je ne vais pas parler de quelqu'un, mais je dis, les gens, il y a des gens qui volent. Vous n'avez jamais attendu qu'il n'y a que des millions? Ça, c'est le régime, on ne tourne que des millions, non?
tel a détourné, millions, forage, millions, on n'a pas ça, millions. Vous voulez que moi je vienne rectifier quoi? Forage. Au parquet, il y a des gens qui sont invités 2 minutes parce qu'on a détourné l'IGF à un rapport. Les rapports de l'IGF, vous avez un seul rapport de l'IGF où on a détourné 1000 $. Il n'y a que des millions. Alors, on passe. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur d'autres choses, mais je reviens sur, je place quand même un commentaire sur les accords entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Attendez, par rapport soyons précis. Oui. C'est un accord avec les États-Unis d'Amérique ou c'est un accord avec Paul Kagame ou le Rwanda? Mais ça, c'est une précision à apporter. Les gens pensent que ça sera un accord qui sera signé entre la RDC et les États-Unis. Non. Et c'est le cas. C'est un accord. Non, par rapport aux... Vous avez parlé des révélations de Reuters et RFI. J'ai le contenu de ces révélations ici par rapport, ils ont eu accès, d'après ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit que c'était un accord RDC-Rwanda. Ça sera signé sous la médiation des États-Unis. Il faut que les gens retiennent ça. Mais Mouyaya dit nous sommes des journalistes. Moi, je suis journaliste. Mouyaya, vous avez suivi Mouyaya, non? Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Parce que vous avez fait mention de Reuters et de RFI. Je vous donne un contenu de ces révélations. D'accord. Vous comprenez? Parmi les révélations ou les contenus, les éléments du contenu, il y a le retrait conditionnel du Rwanda du sol congolais, levée de l'état du siège Nord Kivu, signature préalable de l'accord entre la RDC et l'AFC. Là où vous avez posé la question à notre frère sur ce que sera les Congolais au niveau local. Au niveau local, ceux qui sont dans l'AFC, qui constituent aussi la rébellion, leur sort sera lequel? La réponse se trouve ici. Ça veut dire que parmi les éléments qui constitue la signature de cet accord, il y a d'abord la signature entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Doha, non. C'est Doha, non? Ce n'est pas Doha. Je vous parle de l'accord entre la RDC et le Rwanda sous l'égide... Ah, le Rwanda. Oui, sous l'égide des Américains. Donc, il y a cette condition qui est là. Ça veut dire qu'il y a nécessité, ça revient au même. Il y a nécessité que tous les Congolais se parlent. Il y a nécessité qu'on discute sur les vraies questions qui nous déchirent. Ce n'est pas aux flatteurs qui embourbent le chef de l'État en l'empêchant d'aller parler avec d'autres Congolais. Ils n'ont pas empêché de parler. Par peur, je le répète ici. Ils n'ont pas empêché de parler avec Martin Fayoulou. Ils vont l'empêcher de parler avec les autres. Écoutez, on est dans une approche d'union, de cohésion nationale. Oui, comme de la patrie. Et vous vous réveillez un certain matin, quand de la patrie prenons même ça, vous vous réveillez un certain matin, vous êtes en face d'un acteur, un grand acteur politique de ce pays, qui vous dit tel n'est pas congolais, tel n'est pas congolais, tel, un discours qui divise davantage les Congolais. Vous pensez que quelqu'un de ces rangs-là, qui a cette conception des choses, il est dans la même logique que le président Tshisekedi qui prône actuellement l'union nationale, l'unité nationale plutôt. Merci bien, Francis. Ils sont en train de... C'est ce que j'ai dit, qu'il y a la peur du côté de l'union sacrée. Peut-être ce n'est pas tous, mais il y a certains qui ont peur de voir d'autres Congolais rentrer au pays, parler avec Tshisekedi, discuter de vraies questions qui gangrènent la République et avancer. Très bien. Comme on les connaît toujours auparavant, depuis l'Antiquité, que ce sont des égoïstes, des discours qui discriminent certains Congolais. Mais ça va que la transition, là, vous dites rien. Merci bien, Francis Ochoudi. Qu'est-ce que vient de la transition que ça va faire? Vous parlez de la transition. On va revenir vers vous, monsieur Jules. Bon, on ne va pas venir vers vous, on a déjà fini avec vous. Vous avez fini avec lui, je rappelle. Monsieur Henri Nguindou, je vous repasse la parole. Doha... Washington plutôt. Est-ce que on peut s'attendre à un retour à la paix? D'abord, la signature, c'est entre qui? La RDC et le Rwanda, la RDC et Washington. Comment ça, c'est entre qui d'abord la signature là? Non, mais il faut dire qu'ici, nous sommes en face. Nous sommes en face des 3 accords qui vont être signés. Oui. Il y a d'abord un accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous la médiation
des États-Unis. Ça, c'est un de deux. Et deuxièmement, il y a un accord commercial sur le plan de l'exploitation du minerai. C'est ça, un accord commercial. Bon, ça, c'est entre la RDC et les États-Unis. Parce qu'il faut dire que depuis le 20 janvier 2024, il y a plus de 71 nouveaux contrats que les États-Unis signent dans la région des Grands Lacs. Et plus de 7 millions de dollars investis dans la région des Grands Lacs. Donc il faut que la région des Grands Lacs puisse, n'est-ce pas, exprimer un aspect très important que les États-Unis attendent. C'est la paix pour mieux investir. Parce qu'on ne peut investir que là où il y a la paix. Ça, c'est Détroit. Détroit, c'est notamment ces contrats qui sera signé aussi entre la RDC et le Rwanda pour l'exploitation et le raffinement des minerais. Où ça? Donc c'est que le Rwanda va mettre à notre disposition son carnet d'adresses. Comme le chef de l'État l'avait demandé premièrement. Vous voyez un peu. On va revenir quand même. Mais revenons, il y a des choses qui n'ont pas été dites. La République. Souffrez. Il y a des choses qui n'ont pas été dites par le gouvernement congolais, notamment par la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner. J'apprécie ici le victoire diplomatique de notre pays sur le plan international. Nous avons été élus membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une très belle chose. Élus à la fonction de vice-présidente de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sont des très belles victoires diplomatiques. Oui. Mais il faut que l'on soit quand même honnête avec le peuple congolais sur le fait que il y a certains préalables que le Rwanda ne va pas accepter. Notamment, les Rwandais souhaitent ou souhaiteriez que les retraits inconditionnels que la RDC attend de lui soient une partie intégrante dans l'accord et non pas un préalable bien avant l'accord. Le Rwanda ne sera pas d'accord par rapport à ça. Parce qu'il faut le dire que le Rwanda doute sur la crédibilité du gouvernement de Kinshasa. La crédibilité du régime. Surtout la sincérité. C'est ça le problème. Lorsque l'Union sacrée doute de la crédibilité de la CENCO, c'est la même façon que le Rwanda aussi doute de la sincérité, n'est-ce pas, du gouvernement de Kinshasa. Parce qu'il faut que le retrait soit une étape au sein de l'accord et non pas un préalable bien avant l'accord. Mais aussi, la RDC, dans cet accord, a accepté, parce qu'il y a quelques années, quelques mois, la CENCO le disait, la CENCO dénonçait les soutiens présumés du gouvernement de Kinshasa à l'égard de FDLR. On n'acceptait pas. On a traité Cholet de tous les mots. On a traité de tous les noms des oiseaux. Mais aujourd'hui, dans cet accord, dans les informations révélées par les amis des RFI, paraît-il que la RDC a pris l'engagement de ne pas soutenir les FDLR. Je ne vante rien. Ce sont des éléments qu'on peut facilement retrouver. Mais aussi, lorsque l'Union sacrée ne veut pas, n'est-ce pas, du Forum national, qui est ici un chemin d'or, un corridor sur le plan de la paix, pour trouver un compromis avec l'AFC M23, qui sont des Congolais frustrés, mécontents. Parce que certains accords sur le plan de Washington exigent que nous puissions d'abord trouver, n'est-ce pas, un accord au niveau local avec le M23, avec l'AFC M23. Préalable. Mais c'est ça le problème. C'est en tant qu'un préalable. Et si ce préalable n'est pas, n'est-ce pas, adjugé, n'est pas accepté par le régime en place, je pense que nous allons continuer dans une sorte de crise interne, n'est-ce pas, ne pouvant permettre que nous puissions retrouver la paix. Je suis tout à fait d'accord par rapport à l'initiative de Washington parce que ça me rappelle les événements de 2009 à 2013. Il a suffi que Barack Obama puisse tonner pour que l'M23 puisse se retirer. Après avoir fait 11 jours à Goma. Merci. Et donc, je suis d'accord par rapport aux mécanismes internationaux. J'invite les amis de l'Union sacrée, n'est-ce pas, de prendre la main tendue de la CENCO pour trouver, n'est-ce pas, la solution au niveau interne. Parce que lorsque M. Gilles l'a peut-être dit en passant, l'Union sacrée est d'accord, n'est-ce pas, de prendre la main tendue de la CENCO, mais elle doute sur la crédibilité de cette main tendue de la CENCO. Voilà. Vous voyez un peu. Mais je crois que si nous mettons nos égos de côté, un sursaut patriotique exige, nous pouvons trouver, n'est-ce pas, des solutions, nous pouvons trouver la paix face à une situation qui nous déchire. Parce que nous parlons actuellement de plus de millions et des millions de morts dans la partie de la RDC, et pourtant, Kabila
et Tshisekedi peuvent s'asseoir autour d'une table, trouver des solutions et puis avancer. Parce que la présence des Kabila dans une région réputée par Tshisekedi comme étant une zone prise par le M23 démontre à ce sens que le discours n'est plus le même. Merci. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, monsieur Jules Bitra Mukendi. Merci beaucoup, monsieur Henri. Monsieur Henri Nguindou, monsieur Francis Ochoudi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à vous tous qui nous suivez par le monde. Excellent week-end chez vous.